Un piano qui résonne, une voix qui s'élève et des millions de personnes émues aux larmes, peu d'artistes peuvent se vanter d'un tel impact. Elton John fait partie de ces légendes vivantes. Avec plus de 300 millions de disques vendus et des hits intergénérationnels, il s'est imposé comme l'un des musiciens les plus influents de l'histoire moderne. Mais rien ne prédestinait ce jeune pianiste timide issu de la banlieue ouvrière de Londres à un destin aussi extraordinaire. Mais alors comment un artiste venu de nulle part a-t-il conquis le monde entier au point de devenir l'une des plus grandes stars de la musique ? C'est ce que nous allons découvrir à travers son histoire. Salut, moi c'est Oussel. Si jamais la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à l'aimer et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Merci en tout cas de votre soutien. On est parti. Je vous emmène dans la banlieue de Londres, à Pinner, un petit quartier modeste situé à 1 heure de la capitale anglaise. C'est là que Reginald Kenneth Dwight naît le 25 mars 1947, fils unique d'une famille anglaise ordinaire. Le petit Reginald est un enfant comme les autres, sauf sur un point, la musique coule déjà dans ses veines. À seulement 3 ans, il surprend tout le monde en s'installant au piano familial et en rejouant à l'oreille la valse des patineurs sans avoir appris la partition. Ses parents, en particulier sa mère Sheila, qui adore les disques de l'époque, l'encouragent, bien que son père Stanley, officier dans la Royal Air Force, voit d'un mauvais œil une carrière artistique pour son fils. Stanley préférait que son fils fasse un métier normal, comme banquier par exemple. Adolescent, Reginald poursuit son rêve musical. À 11 ans, il obtient une bourse pour étudier la musique à la Royal Academy of Music de Londres. Il s'y rend chaque week-end pendant quelques années, impressionnant ses professeurs par son aptitude incroyable. L'un d'eux raconte qu'un jour, après avoir écouté une pièce de Handel, une seule fois, le garçon la rejoint immédiatement au piano. Malgré ce don exceptionnel, l'enseignement classique le contraint et le petit Reginald s'ennuie un peu. Il préfère de loin jouer du Jerry Lee Lewis lors des fêtes de son école ou à improviser du rock'n'roll. Et à 17 ans, il décide de quitter l'école juste avant ses examens finaux pour se lancer à plein temps dans la musique. Le jeune homme fait ses classes sur le terrain. Il joue du piano dans un club local 4 soirs par semaine sous le simple nom de Reggie. Il reprend les standards qu'affectionne le public et commence à écrire ses propres chansons. Il formera un premier groupe, Bluesology, avec des amis. Le jour, il travaille pour une maison d'édition musicale en portant des disques et la nuit, il écume les clubs londoniens. Avec son groupe, il accompagne des artistes de soul américains en tournée et joue même 16 fois au fameux Marquee Club, un club très réputé de Londres. C'est en 1967, alors âgé de 20 ans, qu'une rencontre va changer sa vie. Reggie répond à une annonce d'un label qui cherchait de nouveaux talents et ce jour-là, il fait la connaissance d'un jeune parolier de 17 ans, Bernie Taupin. La légende raconte que lors de leur premier rendez-vous, le producteur a tendu à Reggie une enveloppe contenant les textes de Bernie et que Reggie, inspiré, a immédiatement improvisé une mélodie dessus. C'est ainsi que naît l'un des tandems d'auteurs-compositeurs les plus fructueux de l'histoire. Bernie écrit à la chaîne, parfois en moins d'1 heure, des paroles que Reggie met en musique tout aussi vite en une demi-heure quand l'aspiration est là. Leur alchimie est immédiate et ne s'arrêtera jamais. Plus de 50 ans après, Bernie reste toujours le fidèle parolier de Elton John. Justement, parlons-en de Elton John. Ce pseudonyme, Reggie va l'adopter dès 1967 pour tourner la page du garçon timide qu'il était. Elton, en hommage au saxophoniste Elton Dean, et John, un clin d'œil à son mentor Long John Baldry, un chanteur de blues. Pour parfaire ce nouveau personnage, il va même s'autoriser une extravagance humoristique. Il choisit Hercules comme second prénom, non pas en référence au héros mythologique, mais au cheval d'une série télécomique britannique dont il est fan. Elton Hercules John est né, du moins sur scène. Le jeune pianiste timide s'efface pour laisser place à Elton, l'exubérant showman en devenir. À la fin des années 60, Elton et Bernie travaillent comme auteurs sur d'autres artistes sous contrat avec leur label. Mais Elton rêve plus grand, il veut enregistrer ses propres morceaux et en 69, il enregistre un premier album, Empty Sky, qui passe totalement inaperçu. Let me fly to distant lands. Qu'à cela ne tienne, l'année suivante, en 70, Elton sort un second album, Elton John, et cette fois c'est la bonne. Sur ce disque figure un morceau que Bernie a écrit en à peine 30 minutes et qu'Elton a mis en musique en à peine 1 heure. Une chanson toute simple intitulée Your Song. And you can tell everybody this is your song.
Quand Elton la chante, sa voix alliée à la mélodie au piano fait mouche. Your Song devient son premier grand hit international. Il entre dans le top 10 tant en Angleterre qu'aux États-Unis, révélant au monde le jeune chanteur encore inconnu. L'effet boule de neige ne fait que commencer. En août 70, Elton s'envole pour la première fois aux États-Unis d'Amérique et se produit au club Troubadour à Los Angeles, devant un parterre de critiques et de stars curieux de voir ce Britannique dont tout le monde commence à parler. Sur scène, Elton John ne ressemble à personne d'autre. À un moment donné, il exécute même un grand écart aérien s'appuyant sur son piano du jamais vu pour un pianiste. Le public est estomaqué, la presse est conquise. Le Los Angeles Times écrira carrément qu'Elton est la prochaine grosse figure du rock. En une seule soirée au Troubadour, Elton vient de conquérir l'Amérique. Le début des années 70 marque l'ascension fulgurante d'Elton John vers la gloire mondiale. Album après album, tournée après tournée, le succès devient vertigineux et Elton et Bernie enchaînent les hits à un rythme effréné. Crocodile Rock en 72 fait danser la planète entière et offre à Elton son premier numéro 1 aux États-Unis. La même année, le morceau Rocketman envoie Elton sur orbite. Long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, 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 I'm a rocket man. La chanson devient un hymne et vaut à Elton John le surnom de Rocketman, l'homme fusée. L'année suivante, l'album Goodbye Yellow Brick Road se classe numéro 1 des deux côtés de l'Atlantique pendant 2 mois d'affilée. Et écoutez bien, entre 72 et 75, Elton John placera 7 albums consécutifs à la première place des ventes aux États-Unis. Un exploit sans précédent à l'époque, seuls les Beatles avaient fait mieux sur une période comparable. Il est littéralement au sommet de la pop mondiale. À 28 ans, Elton John est la plus grande star du moment. Never knowing who to cling to when the rain set in. So Merry Christmas, one and all. There's no place I'd rather be. Woo-hoo. Nobody knows it, nobody knows it. But right from the start, I gave you my heart. Oh, oh. Sur scène, Elton se forge une image de showman extravagant qui le rend immédiatement identifiable. Vu qu'il est cloué derrière son piano la majeure partie du concert, il décide de compenser en offrant un spectacle visuel haut en couleur. Je n'étais pas un sex symbole comme Bowie ou Freddie Mercury, alors j'ai misé sur l'humour et l'extravagance vestimentaire pour qu'on me remarque malgré tout. Chaque tournée apporte son lot de tenues plus folles les unes que les autres, costumes à plumes d'autruche, lunettes incrustées de diamants coûtant $5000 pièce. Elton se déguise tour à tour en Statue de la Liberté, en Donald Duck, en Mozart perruqué, sans oublier son célèbre ensemble de joueurs de baseball à paillettes. Imaginez la scène un instant, on est en octobre 75, Dodger Stadium de Los Angeles, temple du baseball américain. Elton entre en scène devant plus de 100 000 personnes. Il arbore pour l'occasion un uniforme des Dodgers entièrement couvert de strass bleu et argent, avec son prénom Elton scintillant dans le dos, et le voilà qui s'installe au piano au milieu du stade. Les flashs crépitent, la foule rugit dès les premières notes de piano. Cette soirée d'octobre, le premier concert rock organisé dans ce stade depuis les Beatles en 66, entrera dans l'histoire. À cet instant, il est clair pour tout le monde qu'Elton John règne sur la pop des 70s. Cette période est aussi marquée par des rencontres au sommet. Elton, grand fan des Beatles, réalise Un rêve en 1974. Il enregistre avec son idole John Lennon une reprise survitaminée de Lucy in the Skies with Diamonds, qui deviendra numéro 1 aux États-Unis. Mieux encore, la même année, il invite John Lennon à le rejoindre sur scène lors de son concert au Madison Square Garden de New York. Les deux amis jouent ensemble devant une foule en délire, et personne ne le sait encore, mais ce sera la dernière apparition sur scène de John Lennon avant sa mort.
Malgré le tourbillon du succès, Elton John reste humain avec ses doutes et ses blessures intérieures. Depuis ses débuts, il cache une partie de lui avec le public, son orientation sexuelle. En 1976, lors d'une interview avec le magazine Rolling Stone, Elton décide de briser le silence et déclare ouvertement qu'il est bisexuel, affirmant qu'il n'y a rien de mal à coucher avec quelqu'un du même sexe. L'aveu fait scandale, dans les années 70, l'homosexualité reste tabou dans le show business et Elton essuie moqueries et réactions hostiles. Cette controverse le touche plus qu'il ne le montre. Épuisé par des tournées incessantes, fragilisé par la pression médiatique et personnelle, Elton annonce en 1977 qu'il se retire temporairement de la scène. À tout juste 30 ans, en pleine gloire, il a besoin de faire une pause pour respirer. Il passe la fin des années 70 loin des projecteurs, s'occupant notamment de son club de football préféré, le Watford FC, dont il est devenu président et qu'il a réussi à hisser en première division anglaise. Cette parenthèse lui permet de souffler, mais l'horizon ne s'éclaircit pas vraiment. Les années 80 s'ouvrent sur un nouveau chapitre bien différent de la décennie flamboyante qui a précédé. Elton, de retour en studio, peine dans un premier temps à retrouver l'aura qui le caractérisait, dans un paysage musical bouleversé par le punk et le disco. La domination sans partage des 70s est révolue, Elton connaît des hauts et des bas dans les charts, le second souffle arrivera lui en 1983. I'm Still Standing devient un hymne avec son clip coloré sur la Côte d'Azur et un message universel de résilience. Mais pendant qu'il revient sur le devant de la scène, sa vie personnelle n'est que de tempête. Pour surmonter sa timidité, Elton a fait comme beaucoup de rockstars à l'époque, il a plongé dans la cocaïne. La drogue lui donnait l'illusion d'être invincible sur scène, de vaincre ses complexes, mais très vite, la cocaïne, l'alcool et d'autres excès prennent le contrôle. Elton entre dans une spirale d'addiction qui vont durer plus d'une décennie. Il racontera plus tard que sous l'emprise de la coke, il pouvait rester éveillé des nuits entières, le rendant paranoïaque et vulnérable. Son état empire au point de frôler la catastrophe à plusieurs reprises. Une anecdote tristement célèbre illustre l'ampleur de sa déraison à la fin des années 80. En 88, alors qu'il séjourne dans un grand hôtel londonien, Elton, perturbé par le bruit du vent qui souffle dehors, décroche son téléphone et demande à ce qu'on arrête le vent. Ça peut faire sourire aujourd'hui, mais il faut quand même être assez fou et assez déconnecté pour croire qu'on peut contrôler la météo. On comprend alors qu'Elton est prisonnier de ses addictions, vivant dans une bulle où plus personne n'ose le contredire. En coulisses, il est malheureux, colérique et sa santé se fragilise. Parallèlement, Elton traverse une crise identitaire. Après avoir revendiqué sa bisexualité en 1976, il souffre du manque d'acceptation et de solitude que ça lui impose. En 84, dans un dernier sursaut pour rentrer dans le moule hétérosexuel, il fait un choix inattendu en tentant de fonder un foyer entre guillemets normal. Il épouse Renate Blauel, une ingénieure du son. Le monde est surpris, le grand showman excentrique aurait-il finalement choisi une vie rangée? Hélas, ce mariage, bien que sincère sur le moment, n'est qu'un écran de fumée. Elton veut aimer Renate, mais il ne peut renier qui il est. Miné par la drogue et le mensonge sur lui-même, il finit par sombrer davantage. 1988 est vraiment l'année du basculement. Après 4 années difficiles de mariage, il divorce et assume pleinement son homosexualité. Elton touche le fond et en plus de ça, une série d'événements dramatiques agit comme un électrochoc. Le jeune Ryan White, un ami d'Elton, meurt du sida en avril. Elton, qui l'avait soutenu, est anéanti. Il réalise qu'il aurait pu lui-même contracter le VIH dans son mode de vie décousu. Quelques mois plus tard, encore secoué, Elton assiste aux funérailles d'un autre ami cher, Freddie Mercury, emporté lui aussi par le sida en 91. Ces tragédies lui font prendre conscience de sa propre mortalité et de l'urgence de changer. Elton décide alors de se sauver la vie, il entre en cure de désintoxication à Chicago. Là-bas, il affronte ses dépendances, cocaïne, alcool, boulimie. Ce sevrage est une renaissance. Elton en ressort sobre et lucide, déterminé à ne plus jamais replonger, et il tiendra parole. Depuis plus de 30 ans, il est resté sobre, plus une goutte d'alcool, plus aucune drogue. Cette victoire personnelle est sans doute l'une des plus grandes victoires de sa vie. Remis sur pied, Elton entame alors sa réinvention dans les années 90, tant sur le plan musical que personnel. D'abord, il se tourne résolument vers l'action caricative. Profondément marqué par l'épidémie de sida, il crée dès 92 la Elton John AIDS Foundation, destinée à financer la lutte contre les maladies et soutenir les malades. Ce qui n'était au départ qu'une petite organisation caricative deviendra une œuvre philanthropique majeure. En 30 ans, la fondation a récolté plus de 600 millions de dollars pour des programmes de prévention et de soins
à travers le monde. Elton ne se contente pas d'apposer son nom, il y consacre du temps, de l'énergie, organisant chaque année un grand gala de charité et multipliant les appels aux dons. Lui qui a frôlé la catastrophe veut désormais redonner, se montrer à la hauteur de la seconde chance qui lui a été offerte en survivant aux excès. Sur le plan artistique, le début des années 90 marque également le retour d'Elton John au sommet des hit parades. Libéré de ses addictions, regaillardi, il retrouve toute sa créativité. Il diversifie son art, il s'associe avec le parolier Tim Rice pour écrire la bande originale d'un dessin animé Disney ambitieux, Le Roi Lion, et en 94 le public découvre émerveillé les chansons du film. Non seulement Elton John conquiert une nouvelle génération d'enfants et de parents grâce au Roi Lion, mais il obtient aussi la reconnaissance de ses pairs. Le morceau lui vaut l'Oscar de la meilleure chanson originale en 95 ainsi qu'un Grammy Award l'année suivante. Elton, ému, dédie sa statuette à la mémoire de ses amis disparus du sida. Fort de ce succès, il continue sur sa lancée en co-signant une comédie musicale entière, Aïda, qui triomphe à Broadway et qui lui apporte un Tony Award, l'équivalent des Oscars pour le théâtre. Les honneurs officiels commencent par ailleurs à pleuvoir, reflétant le nouvel état d'esprit de l'artiste, désormais consacré et respecté. En 94, Elton fait son entrée au Rock and Roll Hall of Fame, le panthéon du rock. L'année suivante, la reine Elisabeth II le nomme commandeur de l'ordre de l'Empire britannique et il est fait chevalier, devenant officiellement Sir Elton John. Pour le gamin de Pinner fasciné par la monarchie, c'est un énorme honneur. Pourtant, au milieu de toutes ces marques de reconnaissance, 97 reste peut-être l'année la plus marquante pour lui de la décennie. L'été de cette année-là, deux de ses amis les plus proches sont tragiquement arrachés à la vie. Fin juillet, le grand couturier Gianni Versace, avec qui Elton partageait une profonde amitié, est assassiné à Miami. Puis le 31 août 97, c'est la princesse Diana, amie intime d'Elton, qui perd la vie dans un accident de voiture à Paris. Le chanteur est anéanti par le chagrin. Lors des funérailles de Diana à l'abbaye de Westminster, devant des millions de spectateurs, Elton prend sur lui et interprète une version remaniée de Candle in the Wind en hommage à son ami disparu. Bernie Taupin en adapte les paroles pour célébrer England's Rose, la rose d'Angleterre qui était Diana aux yeux du public. Never fading with the sunset when the rain set in, and your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Le single sorti dans la foulée se vend à un rythme incroyable, plus de 33 millions d'exemplaires sont écoulés, ce qui en fait le deuxième single le plus vendu de l'histoire, rien que ça. Elton reverse l'intégralité des bénéfices à une fondation créée en l'honneur de Diana. Cette chanson reste et restera comme un symbole de la communion entre l'artiste et le monde dans les moments de peine. Une fois de plus, Elton et Bernie ont su trouver les mots et la mélodie pour toucher le cœur de millions de personnes et apporter du réconfort dans la douleur collective. À la fin des années 90, Elton est un homme transformé. Il a survécu aux excès, il a vaincu ses dépendances, il a connu des deuils, il a aimé, il a perdu, mais il est debout et plus fort que jamais. Sur scène, il a abandonné les costumes délirants et les artifices extravagants. Il apparaît désormais en costume sobre, peut-être une paire de lunettes flashy tout au plus, signe qu'il n'a rien perdu de son humour, mais l'époque des tenues pailletées à outrance est derrière lui. Il continue de sortir des albums régulièrement et s'essaye même à la production. L'artiste a traversé l'enfer et en est revenu grandi, libéré des artifices et plus authentique que jamais. Sa priorité n'est plus seulement la gloire ou les records, mais de se faire plaisir dans la création et de profiter de la vie. Le nouveau millénaire voit Elton John s'installer définitivement comme une icône intergénérationnelle, tout en trouvant enfin le bonheur auquel il aspirait. Elton se marie et construit une famille grâce à une mère porteuse. À l'entendre, c'est la plus belle chose qui pouvait lui arriver. Lui qui avait longtemps pensé qu'il ne pourrait jamais être parent, il s'investit pleinement dans ce rôle inattendu. L'homme qui jouait du piano devant des stades pleins préfère désormais chanter des berceuses à ses deux petits garçons. Il a finalement trouvé l'équilibre et la sérénité qu'il cherchait. Après avoir été une star planétaire, il est redevenu un homme comme les autres dans son foyer et il savoure chaque instant de cette normalité qu'il n'avait jamais eue. Pour autant, Elton n'a jamais vraiment ralenti sa carrière musicale, du moins jusqu'à récemment. Infatigable, il continue de sortir des albums constamment, à faire des tournées gigantesques et à se renouveler. Entre 2004 et 2014, il tient 2 résidences de concerts à Las Vegas, des shows extravagants qui attirent les foules, tout ça en alternant avec des tournées mondiales. Il devient l'un des artistes les plus prolifiques sur scène. On estime qu'il a donné plus de 4600 concerts dans 80 pays au cours de sa carrière. Elton se rapproche également de la jeunesse. Dans les années 2010, on le voit jouer avec Lady Gaga et partager la scène avec Eminem. Plus récemment, en 2021, en plein confinement mondial dû au Covid, Elton s'amuse à enregistrer The Lockdown Sessions, un album avec des jeunes artistes. On y retrouve par exemple Miley Cyrus et Dua Lipa. Cold, cold heart done by you.
Heart deviendra un tube planétaire, mélangeant habilement des extraits de ses anciennes chansons avec une touche électro-moderne. Elton y retrouve le sommet des charts britanniques plus de 50 ans après ses débuts, accumulant plus de 2,5 milliards de streams, preuve que son aura traverse les générations. Il est tout simplement le seul artiste de l'histoire à être dans les top classements de vente de disques et de streaming. En parallèle, sa vie est célébrée à l'écran. En 2019 sort Rocketman, le biopic flamboyant retraçant sa vie. Le film rencontre un immense succès, remportant même un Oscar. Dans le même temps, il annonce sa tournée d'adieu, le Farewell Yellow Brick Road Tour, expliquant que ses priorités ont changé, il souhaite s'occuper de ses 2 fils et que sa santé commence à se fragiliser. L'annonce fait l'effet d'une bombe dans le milieu musical. Elton John qui arrête les tournées, c'est la fin d'une ère. La tournée d'adieu débute en septembre 2018 et devait s'achever en 2021, mais elle sera prolongée en raison de la pandémie de Covid-19 et d'une opération de la hanche qui le contraint à repousser certaines dates. Le Farewell Tour reprend de plus belle en 2022, Elton tenant à faire ses adieux en personne à son public malgré les obstacles. Durant cette tournée marathon, Elton sillonne tous les continents une dernière fois, livrant des shows de près de 3 heures, revisitant son immense répertoire. Les concerts affichent complets partout où il passe, témoignant de l'amour indéfectible du public. En novembre 2022, il donne son ultime concert aux États-Unis au Dodger Stadium de Los Angeles, bouclant symboliquement la boucle dans ce lieu où il triompha en 75. Ce show d'adieu remporte d'ailleurs l'Emmy Award du meilleur programme live, ce qui permet à Elton John de devenir la 19e personne à entrer dans le club très fermé des artistes ayant remporté les 4 prix majeurs du divertissement, Emmy, Grammy, Oscar et Tony. Le 8 juillet 2023 à Stockholm, Elton monte une dernière fois sur scène pour le concert final de sa tournée d'adieu et sans aucun doute le dernier de sa carrière. L'émotion est à son comble. Après plus de 330 concerts d'adieu à travers le globe, le moment de dire goodbye est arrivé. Devant des dizaines de milliers de fans en larmes, Elton livre une performance magistrale. Le temps semble suspendu quand les dernières notes s'éteignent. Elton John s'avance, s'incline profondément et adresse un baiser à la foule. Rideau sur 50 ans de tournée. Cette tournée d'adieu historique deviendra la plus lucrative de tous les temps, avec 939 millions de dollars accumulés, avant d'être dépassé quelques mois plus tard par Taylor Swift. Bref, c'est la fin d'une époque, l'homme aux 4600 concerts quitte officiellement la scène mondiale. Du petit garçon rêveur jouant du piano dans le salon de sa grand-mère à la superstar faisant chanter des stades entiers, le parcours d'Elton John force l'admiration. Il a conquis le monde par la musique en offrant des mélodies intemporelles et sincères qui ont touché le cœur de millions voire de milliards de personnes. Derrière les costumes flamboyants et les lunettes pailletées, il y avait un artiste authentique capable de mettre en note nos joies et nos peines. Il a osé être lui-même dans un milieu qui ne pardonnait pas la différence, devenant malgré lui un symbole d'acceptation en révélant au grand jour qui il était. Son voyage du néant à la gloire restera comme l'un des plus beaux contes de la musique contemporaine. En refermant ce chapitre et en repensant à tout ce qu'il a donné, on ne peut s'empêcher d'avoir une petite larme à l'œil, comme lorsqu'on fait ses adieux à un vieil ami, et après plus d'un demi-siècle sur le trône, il est toujours debout, à jamais parmi les plus grands.